Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Well Architected. On va se concentrer sur le pilier sécurité. Donc bonjour, je suis Alexis Marcoux, Solution Architect chez AWS. Dans ce webinaire, donc, nous allons nous concentrer, comme je l'ai déjà dit, sur le pilier sécurité de la revue Well Architected d'AWS. Ce webinaire est de niveau intermédiaire, niveau 200 pour information. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil du webinaire. Vous avez la possibilité de déposer vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'essaierai de répondre aux questions à la fin de cette session. Et s'il y en a beaucoup, on se permettra de répondre en off ultérieurement. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Donc, pour revenir, nous allons parler donc du Well Architected, l'AWS Well Architected. Donc, qu'est-ce que c'est que le Well Architected ? Le Well Architected est un ensemble de principes généraux sur la conception d'architecture basée sur le cloud. Donc, il y a un certain nombre de piliers dans ce Well Architected qui sont l'excellence opérationnelle, la sécurité, la fiabilité, l'efficacité des performances et l'optimisation des coûts. Donc, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le pilier sécurité. À qui s'adresse ce webinaire ? Ce webinaire s'adresse aux personnes qui envisagent ou qui ont déjà fait une revue d'architecture Well Architected. Pour ceux qui pensent que le rapport peut contenir sur leur Well Architected des problèmes de sécurité critiques, ou pour les personnes qui ont besoin de conseils concrets sur la manière d'améliorer sa posture de sécurité sur son architecture. Donc voilà, nous allons traiter certains points de ce Well Architected et donner des exemples de comment mettre en place et améliorer la sécurité de son infrastructure AWS. Donc l'agenda de la session, nous allons parcourir ces différents items. Donc l'identité et la gestion des accès, les moyens de détection, la protection de l'infrastructure, la protection des données et la réponse à incident. Alors ci-dessous, dans le lien, plus bas, vous avez le white paper du pilier sécurité de la Well Architected. Il faut savoir qu'il y a plusieurs white papers concernant la Well Architected, un par pilier, et après vous avez aussi un document chapeau qui vous permet. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de plus de détails suite à ce webinaire, à aller piocher directement dans ces white papers pour avoir plus d'informations et comprendre d'une manière plus précise les différents items que nous allons traiter aujourd'hui. L'identité et gestion d'accès. Donc c'est la section la plus importante, hein, clairement, sur ce webinaire. Donc s'il y a une chose à regarder, c'est vraiment celui-ci. C'est un élément clé de la sécurité qui permet de gérer. Donc, qu'est-ce que l'identité et la gestion des accès? Donc, on va souvent parler du terme IAM. Ça va être la manière de garantir que seuls les utilisateurs autorisés et authentifiés peuvent accéder à vos ressources, et uniquement de la manière dont vous l'avez prévu. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important et qui doit être défini au mieux dans l'utilisation de vos ressources et dans votre architecture cloud. Donc, un des éléments clés, c'est la gestion du compte route. Donc, le compte route, c'est le compte principal qui vous permet lorsque vous créez votre compte AWS, vous avez forcément un compte route. Donc, il est de bonne approche d'avoir un compte d'email donc rattaché. Donc, le compte route doit avoir un email principal générique. Ça veut dire que cet email est immortel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit attaché au nom d'une personne, il ne faut pas que ça soit le nom personnel, un mail personnel par exemple. Il faut vraiment que ce soit un compte générique qui reste dans le temps. Dans les cadres d'une gestion du compte AWS, les gens peuvent changer d'équipe, arriver, partir. Donc c'est vraiment important que ce compte route soit associé à un email générique et immortel. Il faut aussi que ce compte soit suivi, c'est-à-dire que vous allez recevoir potentiellement des alertes sur ce compte-là. Donc, il ne faut pas uniquement avoir un compte générique, mais que ce compte soit monitoré, c'est-à-dire que vous ayez accès aux emails qui sont reçus sur ce compte. Et c'est aussi une chose importante, c'est que ce compte va être utilisé pour récupérer, en cas d'urgence, le compte
Donc, c'est vraiment important d'avoir accès à ce compte générique, et ce n'est pas uniquement un mail qu'on va oublier, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde dedans. Deuxième élément, pour l'utilisation de ce compte, il est recommandé d'utiliser un token ou une clé matérielle, comme une YubiKey, qui vous permet de vous authentifier, hein, qui permet de mettre en place une authentification forte, voilà. Alors, quand on dit token hardware, on préfère un token hardware à on va dire un token logiciel qui peut être installé sur un smartphone, car la problématique d'utiliser un token logiciel sur un téléphone, c'est que le téléphone, il peut être déplacé, il n'est pas forcément accessible voilà, à plusieurs personnes, et on peut le perdre, se le faire voler, ce genre de choses. Donc, on va préférer un token physique, donc hardware, qui va être stocké dans un lieu sécurisé où un nombre de personnes a accès. Donc, des personnes, on va dire un nombre de personnes limité a accès en cas de besoin. Il est aussi très, très important sur ce compte route, ce compte principal, de désactiver les accès aux API, donc désactiver les access keys et les secret keys. Les accès programmatiques n'ont pas lieu d'être sur ce compte. Donc, c'est vraiment pour éviter que ces clés, donc ces accès, soient partagés malencontreusement sur GitHub ou ce genre de choses. Donc, par défaut, il faut savoir que le compte route, normalement, ne sert juste qu'à avoir un accès, donc un accès de secours. Donc, en vrai, le compte route, le compte principal, doit être utilisé uniquement en ultime recours. C'est-à-dire qu'il faut le voir comme en cas de souci, par défaut, ce compte-là sera utilisé qu'en ultime recours. Donc, par exemple, on va créer des comptes IAM ou des sous-comptes qui vont permettre d'accéder au compte AWS, mais vraiment voir que ce compte route, où en fait on s'identifie uniquement avec un email, doit être utilisé que dans de rares cas et en ultime recours. Donc, donc AWS met à disposition, on va dire, des petits labs, donc des petits travaux pratiques sur GitHub. Donc là, je partage un lien d'un petit workshop qui vous permet de découvrir comment protéger vos comptes route. Donc le lien, de toute façon, cette présentation vous sera partagée par la suite. Donc ça vous permettra en fait d'avoir les bonnes pratiques dès le début et comment mettre en place pour s'assurer qu'on protège bien cet accès route. Voilà, donc c'est un des petits labs qui ne nécessite pas beaucoup de temps, mais qui est vraiment utile pour comprendre et s'assurer qu'on sécurise proprement son compte route. Deuxième point, on va donner des accès privilégiés à des nouveaux utilisateurs. On va avoir une approche assez particulière, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, donner accès à un administrateur ou à un compte privilégié. Il faut voir qu'il faut s'assurer qu'il ait accès à ces privilèges uniquement après qu'il ait changé ce mot de passe et activé l'authentification forte, donc via un token hardware ou un token soft dans ce cas-là. Mais en gros, par définition, on va mettre en place, c'est-à-dire qu'on ne va pas donner les droits dès le début à cet utilisateur, on va attendre qu'il ait respecté, mis en place un mot de passe spécifique et activé l'authentification forte. Donc pour ça, par exemple, quand on va créer un utilisateur, l'utilisateur n'aura aucun privilège quand on va le créer. Et une fois qu'il aura changé son mot de passe et activé l'authentification forte, on va l'ajouter par la suite dans les groupes auxquels il a droit. Donc ça permet justement d'avoir en fait une approche, on va limiter le nombre de privilèges à cette personne-là tant qu'il n'a pas activé et sécurisé son compte. C'est quelque chose d'important. Et c'est un peu l'approche qu'il faut avoir au global, c'est qu'on va toujours s'assurer qu'on donne un minimum de privilèges à un utilisateur. Donc, s'il n'a pas sécurisé suffisamment son compte, on va s'assurer qu'il a un accès limité à la plateforme et aux ressources de notre compte. Donc, il y a aussi des bonnes pratiques. Une des premières bonnes pratiques en utilisation de l'identité et la gestion des accès, donc au travers du service IAM, c'est implémenter une fédération d'identité. Donc, la fédération d'identité, ça peut être rattaché à une identité que vous gérez en interne dans votre entreprise, par exemple. Ça peut être utiliser la fédération d'identité et la rattacher à votre Active Directory, par exemple. L'avantage de rattacher, de faire une fédération d'identité, c'est que on va gérer d'une manière centralisée les accès
au compte AWS. Donc, par exemple, la plupart des entreprises vont gérer les entrées et les sorties de l'entreprise en donnant accès ou pas avec un compte AD. Donc, la synchronisation des comptes AWS avec votre AD interne va permettre d'avoir une gestion fine. Vous n'allez pas avoir à gérer deux référentiels de comptes, une sur AWS et une dans votre entreprise. Et donc, une fois que le compte du salarié sera désactivé ou créé dans votre AD, ça lui donnera accès au compte AWS, donc avec bien sûr une gestion de groupe qui sera à mettre en place entre votre AD et IAM. Mais c'est vraiment important de pouvoir et d'éviter d'avoir des comptes qui sont ouverts alors que la personne ne fait plus partie parce qu'il y a un problème de synchronisation entre la base que vous avez en interne de votre entreprise et la base qui est côté AWS. Donc, mettre en place une fédération d'identité est quelque chose de très important. Deuxième point, utiliser les rôles pour les autorisations. Alors, quand on crée un utilisateur, on peut lui donner des privilèges, mais on peut aussi lui donner accès à des rôles. Un rôle va permettre de donner des privilèges pendant un court moment, donc la personne va assumer ce rôle-là. Donc, ce qui va permettre à une personne d'assumer différents rôles en fonction du temps. Par exemple, un administrateur n'a pas besoin d'avoir des accès en écriture sur les ressources AWS tout le temps. La plupart du temps, il va juste accéder aux ressources en lecture seule. Donc, la plupart du temps, l'utilisateur, donc l'administrateur, va assumer un rôle où il a accès uniquement en lecture seule aux ressources AWS. Donc, ça lui permettra, d'éviter de faire des mauvaises manipulations. Ça va lui permettre de se garantir que, une fois qu'il accède avec ce contexte-là, il ne fera pas il y a peu de risques qu'il ait un impact sur les ressources AWS, donc soit une mauvaise manip ou un problème de configuration. Et lorsqu'il voudra interagir ou modifier des éléments des ressources AWS, il va assumer un rôle où il aura un rôle en écriture et en lecture pendant une courte période. Et ça lui permet en fait de garantir, de faire une différenciation entre le moment où il peut agir et modifier la plateforme et le moment où il veut uniquement avoir accès en lecture aux informations des ressources AWS. Donc, c'est vraiment important et c'est une autre approche. Au lieu d'avoir un administrateur, il n'a pas besoin tout le temps d'avoir accès à tout. On peut un peu segmenter. À un moment donné, il aura accès qu'à un sous-ensemble et il choisira quand est-ce qu'il veut assumer tel ou tel rôle. Donc, c'est vraiment une bonne approche. Voilà, donc n'hésitez pas à creuser cette approche de rôle quand vous utilisez AWS ou quand vous voulez avoir cette approche avec un minimum de privilèges, donc segmenté dans le temps et en fonction de vos usages. Troisième point, il est possible dans certains cas, donc là je prenais tout à l'heure l'exemple d'un administrateur, quand il est en lecture seule, on sait qu'il y a peu de risques qu'il interagisse ou qu'il ait un impact sur l'infrastructure dans le cloud ou sur les ressources qu'il y a dans AWS. À un moment donné, quand il veut passer en gros en mode lecture et écriture sur les ressources AWS, donc avoir un pouvoir de modification sur les ressources AWS, on peut activer l'authentification forte quand on souhaite assumer ce rôle-là, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utile. On veut avoir une authentification forte quand on va assumer un rôle qui peut avoir un impact sur la plateforme. Donc, c'est un mécanisme qui permet aussi de s'assurer à un moment donné que quand on passe d'un rôle à un autre, pour un peu mettre en avant et de rappeler que l'impact en assumant ce rôle peut être plus important, on peut activer l'authentification forte sur ce rôle. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à mettre en place pour toujours cette approche de s'assurer que les personnes ont un minimum de privilèges à un moment donné et qu'on leur donne uniquement les privilèges au moment où ils ont donné. Et qu'on s'assure que c'est bien les bonnes personnes qui ont accès à ces rôles-là. Donc, il y a différents outils donc, pour la fédération d'identité, excusez-moi. Il y a AWS SSO et Active Directory Services qui peuvent vous aider. Donc ça, je vous hésite pas, n'hésitez pas à vous renseigner sur ces services-là. Il y a pas mal de best practices et de how-to qui vous expliquent comment mettre en place. On a aussi des solutions qui vont vous aider à mettre en place votre landing zone. Donc, ce qu'on appelle la landing zone, ça va être votre infrastructure d'atterrissage, c'est-à-dire la structure de compte, la structure, les privilèges, la structure de votre compte AWS. Donc, on a la solution landing zone et le service Control Tower
qui peuvent vous aider à mettre en place l'infrastructure, l'organisation la plus propre. Donc, on a ces services-là qui peuvent vous aider à mettre en place en quelques jours, voire quelques heures avec Control Tower, la bonne infrastructure quand vous voulez commencer à structurer vos comptes et organiser la manière dont vous utilisez AWS. Donc, dans ce petit travaux pratiques, dans ce petit lab, encore un autre, c'est vous permettre en fait de comprendre les basiques de l'IAM, donc la manière de gérer les users, gérer les groupes, gérer les rôles. Donc, je vous conseille encore une fois de pratiquer pour vraiment vous faire votre propre idée et comprendre comment ça fonctionne. Le lien est partagé, vous aurez accès sans problème lorsqu'on partagera les slides de ce webinaire. Donc, encore quelques autres exemples, hein, il y en a plein d'autres. Donc, c'est configurer les questions de sécurité pour récupérer votre compte. Chose importante, c'est créer des contacts alternatifs aussi. Quand vous avez un compte, si vous avez un souci sur cet email de votre compte principal, n'hésitez pas à utiliser des contacts alternatifs, que ce soit un mobile ou un compte mail alternatif. Ça permet toujours d'avoir un backup en cas de souci sur le contact principal. Appliquer des politiques de mot de passe, donc ça c'est vraiment important pour éviter les mots de passe trop basiques. Quand les utilisateurs imposaient une lettre, des lettres minuscules, des lettres majuscules, des caractères spéciaux et des nombres, c'est quelque chose d'important. Activer Trusted Advisor, donc ça on va en parler un peu plus tard, mais ça vous permet de recevoir des conseils et d'optimisation de la sécurité sur vos comptes AWS. On en parle un peu plus tard. N'hésitez pas aussi à mettre en place, lorsque vous utilisez des access keys, des accès programmatiques, de mettre en place un système de rotation de clés. Donc, c'est vraiment important d'éviter d'avoir des clés qui durent 2 ans, 3 ans. Comme on le voit souvent, c'est des clés programmatiques qui peuvent fuiter sur GitHub. C'est vraiment quelque chose de gênant. Donc, n'hésitez pas à prévoir au maximum un système de rotation de vos clés pour éviter ce genre de problème. Donc, on parle des accès programmatiques, mais c'est, on va dire, un conseil général au niveau de la plateforme AWS. Dès que vous avez une gestion de clés, de mots de passe, ce genre de choses, prévoyez la rotation de ces clés et ces mots de passe au sein de la plateforme. Donc, on partage encore une fois un lien qui vous oriente vers les bonnes pratiques sur comment les bonnes pratiques sur IAM. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce document. Ça vous aidera pour avoir une utilisation optimisée, optimum de la plateforme et de manière sécurisée. Donc là, maintenant, on va parler des moyens de détection qui peuvent être mis en œuvre sur la plateforme. Donc, on a un ensemble de services qui est clé pour vous aider en cela. Donc, le premier, c'est Security Hub. Donc, ça vous permet d'avoir une vision globale de vos alertes de sécurité et de votre conformité sur tous les comptes AWS. Donc, ça intègre, en gros, ça va être un portail qui va recenser toutes les alertes de différents services AWS. On peut aussi intégrer les remontées de certains partenaires. Donc ça, je vous invite à aller voir la page du service Security Hub pour avoir une meilleure vision, mais c'est vraiment quelque chose d'utile et qui permet de centraliser un ensemble d'informations de différents services AWS et qui permettent d'avoir un point de vue central au lieu d'aller courir à droite à gauche dans les différents services AWS ou dans les portails des partenaires. Vous allez avoir une gestion centralisée des alertes. Le deuxième, c'est CloudTrail. Donc, le service CloudTrail, donc c'est quelque chose de très, très important. C'est un service qui va auditer et tracer tous les calls, tous les appels aux API d'AWS. Ça va stocker des logs dans un bucket S3, donc avec la manière aussi de signer ces logs-là pour s'assurer qu'ils ne sont pas modifiés ultérieurement. Ça permet en fait donc de détecter tous les changements, tous les appels aux API d'AWS. Donc la création d'une instance, la suppression d'une instance, la modification d'une configuration. Et donc ça va vous être utile pour détecter en fait tous les comportements anormaux ou même après un incident ou ce genre de choses, pouvoir revenir et comprendre qu'est-ce qui a été exécuté, qu'est-ce qui a été fait sur la plateforme. Donc c'est quelque chose de très important. La bonne pratique, c'est si vous êtes dans une approche multi-compte,
c'est que tous les comptes renvoient ces logs-là vers un compte, on va dire, d'audit ou de sécurité, et pour pouvoir avoir une gestion centralisée de tout ce qui se passe sur vos différents comptes. Donc ça, c'est quelque chose, un service qu'il faut vraiment s'assurer que c'est en place et que ça fonctionne et que ces données-là sont stockées d'une manière sûre pour pouvoir, en cas d'incident, pouvoir revenir. Troisième service, ça va être CloudWatch. Donc le CloudWatch, ça va être en fait le service d'AWS qui permet de gérer tous les événements, faire tous les gestion des métriques, donc le monitoring de votre plateforme. Donc ça peut être utile pour traquer l'utilisation CPU. Dès que vous utilisez en gros un service AWS, vous allez avoir des entrées dans CloudWatch. Donc c'est important de s'assurer d'avoir tous les bons métriques, de ne pas hésiter à renseigner ses propres métriques. Il faut savoir que CloudWatch, par défaut, va utiliser un ensemble de métriques, mais si vous avez des métriques spécifiques, n'hésitez pas à définir vos propres métriques en fonction de vos applications. Et CloudWatch va aussi permettre de centraliser les logs de vos applications, donc soit via des agents, soit nativement avec certains services AWS, où vous allez avoir vos logs applicatifs qui vont être remontés dans CloudWatch. Donc, ça va vous permettre d'avoir une gestion centralisée des logs. Donc, c'est vraiment un service qui est très utilisé pour pouvoir mettre en place des moyens de détection. Le quatrième service dont on va parler sur ce sujet-là, c'est AWS Config. Donc, AWS Config, il est là pour détecter tous les changements de configuration. Vous allez pouvoir aussi appliquer des règles en cas de changement de configuration de votre plateforme. On va, par exemple, en cas de détection d'activation de certains services ou genre de certaines instances, vous allez pouvoir appliquer des mécanismes et déclencher, par exemple, des actions. Donc ça peut être très utile si vous voulez, en fonction, quand on lance un service, vérifier que le service qui a été lancé respecte votre conformité, c'est-à-dire que vous allez dire, on peut utiliser tel type d'instance ou tel type de service, mais si on lance, il faut qu'on respecte un ensemble de critères. Et AWS Config, si on détecte ce changement, on va pouvoir appliquer un check et décider, par exemple, de désactiver ou désinstaller ou enfin, supprimer cette ressource si elle est non conforme. Donc ça, c'est un exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vraiment ce genre de choses. Et le dernier, ça va être AWS GuardDuty. Donc GuardDuty, ça va être un service qui va s'activer et qui va lire un ensemble de logs. Donc ça va être du CloudTrail, du VPC Flow Logs, donc un ensemble de logs et va détecter en gros des activités malveillantes ou des comportements non autorisés au sein de la plateforme, donc en fonction de critères que vous allez définir. Il va y avoir aussi un apprentissage automatique qui va permettre de détecter en fait qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas, et vous remontez une alerte si oui, il y a un comportement anormal qui est détecté. Donc basé sur les logs de la plateforme, sur des logs réseau, donc avec VPC Flow Logs, ou tout autre service AWS. Donc voilà. Donc c'est vraiment un des 5 services clés qui peuvent vous aider à mettre en place des moyens de détection dans votre utilisation d'AWS et permettre de surveiller l'utilisation des ressources qui est faite au sein de vos comptes AWS. Encore une fois, on a donc des petits travaux pratiques sur Security Hub, donc pour bien comprendre comment activer Security Hub et parcourir un peu rapidement ce service. Donc c'est un lab assez basique, hein, c'est un niveau 100, mais ça permet de comprendre un peu mieux comment activer Security Hub et comprendre comment il fonctionne. Ensuite, on a ce deuxième petit lab, donc c'est automatiser le déploiement de moyens de détection. Donc c'est s'assurer comment automatiser ces déploiements. Il faut savoir que la plupart des services ne sont pas activés par défaut. Ils sont activés à la demande de l'utilisateur. Mais si vous souhaitez à la création de compte automatiser le déploiement de ces mécanismes de détection, ce petit lab va vous aider en ce sens. Voilà. Donc, troisième topic de ce webinaire, c'est la protection de l'infrastructure. Donc, la protection de l'infrastructure, ça part par, on va dire, des mécanismes de base au niveau des services de base au niveau réseau. Donc, on a le premier qui est assez connu, qui est VPC, donc qui vous permet d'avoir votre propre, on va dire, infrastructure au sein d'AWS, sur Virtual Private Cloud. Donc, vous allez avoir votre propre environnement. Donc, vous allez pouvoir définir vous-même la segmentation réseau
à l'intérieur, par exemple, de cet environnement. Vous allez définir votre segmentation réseau et vous allez pouvoir aussi activer l'accès Internet à cet environnement ou à des réseaux privés chez vous via des VPN, soit aussi au travers d'un Direct Connect. Donc, il faut vraiment bien penser son VPC et le structurer comme on le ferait dans un data center. Il faut vraiment voir ça comme votre propre infrastructure réseau au niveau de votre data center, mais dans le cloud. Et après, on a pas mal de mécanismes de protection. Le contrôle des flux avec Security Group qui va vous permettre de donner accès ou pas à certaines ressources AWS. Donc, contrôler les accès extérieurs, internes et aussi intra à l'intérieur de votre VPC. Et on a aussi des mécanismes comme les Network Access Lists qui vont vous permettre de mettre en place des whitelists et des blacklists, bloquer des accès avec des adresses IP sources, ce genre de choses. Donc, c'est des outils qui sont importants de bien configurer au sein de votre VPC. Et après, vous allez même pouvoir, donc comme je l'ai déjà parlé, des VPC Flow Logs qui permettent d'avoir le détail des échanges réseau et de s'assurer que les flux qui sont bloqués sont proprement bloqués comme prévu dans vos security groups ou de vos network access lists contre l'ISPAN. Ensuite, on a, donc si vous voulez protéger vos infras avec le service WAF, qui va être un firewall niveau 7, qui en gros va protéger vos ressources AWS, par exemple un EC2. Vous allez pouvoir utiliser des règles préconfigurées ou vous définir vos propres règles. Donc filtrer, vérifier des headers HTTP, vérifier le contenu d'un body HTTP, vérifier des URI, donc pas mal de choses, et vous allez pouvoir le gérer d'une manière centrale avec le service AWS Firewall Manager, par exemple. Donc il y a un moyen encore en plus de s'assurer de protéger vos infrastructures. Et un des derniers services pour vous assurer de protéger d'un point de vue réseau vos infrastructures, c'est d'utiliser AWS Shield, qui vous permet de protéger vos infrastructures d'un point de vue contre les dénis de service, donc les DDoS, les dénis de service distribués. Donc par défaut, la plupart des ressources AWS, voire tout ce qui est EC2, voilà, est protégé à un niveau basique. Mais si vous voulez un niveau supérieur et que vous pensez que vous avez besoin d'une approche plus customisée de votre protection DDoS, il y a un moyen d'activer un niveau supérieur, le Shield Advance, sur vos ressources pour avoir en fait une approche plus customisée, plus spécifique à vos besoins. Donc, ces trois services vont vous permettre de protéger vos infrastructures en interne, mais aussi contre l'extérieur de votre infrastructure cloud. Donc là, on a aussi deux petits travaux pratiques qui vous permettent de déployer comment déployer un VPC. C'est assez basique. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est très intéressant de passer par ce genre de travaux pratiques. On a aussi un deuxième lab qui vous permet de mettre en place la protection WAF sur un EC2. Donc, ça permet de comprendre un peu comment fonctionner, comment appliquer protéger son EC2 avec des règles de firewall niveau 7. Et on a aussi un petit lab qui permet en fait de rajouter un mécanisme de CDN, donc de cache, avec le service CloudFront, et s'assurer que voilà, le fait d'utiliser du cache va en plus réduire l'impact d'une attaque de délit de service, par exemple, en utilisant les mécanismes de cache qui sont, on va dire, portés par les edge pop. Donc ça va pas attaquer directement votre service, mais ça permet de reporter l'attaque sur un ensemble de solutions de cache un peu partout dans le monde. D'autres mécanismes aussi pour vous garantir que vous protégez votre infrastructure. Donc, un des outils, c'est CloudFormation. Donc, CloudFormation, ça va vous permettre d'automatiser le déploiement. Donc là, quand on parle de protection, ça va être de simplifier la manière dont vous allez déployer. Donc, vous allez, par exemple, là, on va se protéger, par exemple, contre des erreurs de déploiement. Le fait d'automatiser et de voir son infrastructure comme du code, ça va permettre de gérer son infrastructure en fait comme du code. C'est-à-dire qu'on va pouvoir versionner son infrastructure, gérer les corrections, les améliorations de l'infrastructure
comme on va gérer du versionning de code. Et on va pouvoir appliquer des versions de son infra. Et on va être, donc, pouvoir gérer et avoir une vision claire de comment est déployée mon infrastructure. Vous allez pouvoir aussi détecter les dérives. Donc, via CloudFormation, vous allez détecter les dérives s'il y a des manipulations manuelles qui ont été faites. Et vous allez pouvoir aussi reproduire rapidement votre infra si vous avez besoin de la déployer sur une nouvelle région, ce genre de choses assez rapidement. Ensuite, on a aussi le service Inspector qui va permettre d'automatiser en gros l'inspection de vos instances, par exemple, et qui va, d'une manière automatisée, vérifier la sécurité et la conformité de vos applications déployées sur AWS. Donc, vous avez un ensemble de checks qui vont être faits pour vous garantir, par exemple, que vous avez les bonnes versions de patch ou vous avez une version vulnérable d'un service qui est disponible sur une de vos instances. Donc, ça va vous permettre d'inspecter vos instances. Et le service System Manager qui comprend un certain nombre de sous-services. Donc, je ne vais pas détailler en totalité là, mais en gros, il y en a, par exemple, de pouvoir exécuter un ensemble de commandes de manière automatisée et centralisée sur un ensemble d'instances. Si vous en avez une, deux, c'est facile, mais quand on peut en avoir une centaine d'instances, voire plus, ça peut devenir compliqué à gérer. Vous allez avoir aussi Session Manager qui vont permettre d'accéder à vos instances d'une manière centralisée, de pouvoir, par exemple, automatiser l'accès à ces machines-là et donner des rôles et contrôler l'accès à qui a accès au niveau système de ces machines-là. Donc, il y a Session Manager. Et après, on a aussi des outils qui permettent de déployer des paramètres de configuration, gérer des secrets. Voilà. Donc, je vous conseille énormément de vous rapprocher, d'aller vous renseigner sur System Manager si vous voulez automatiser et pouvoir avoir une utilisation à l'échelle de vos instances et vous gérer l'ensemble de vos systèmes facilement. Protection des données. Donc là, c'est quelque chose d'important aussi quand on a des solutions sur AWS. On a un ensemble de deux outils là, donc qui vont être clés dans la manière. Donc KMS qui va vous permettre de gérer vos clés, donc de faciliter l'utilisation et gestion de vos clés au sein de la plateforme. Donc ça va vous permettre de gérer d'une manière centralisée toutes vos clés. Vous pouvez importer vos propres clés dans KMS pour pouvoir gérer ces clés-là. Vous allez pouvoir aussi générer des clés. Donc ça va être très utile pour tout ce qui va être chiffrement de vos données au repos. Le deuxième service, ça va être ACM qui va permettre de gérer tous vos certificats, donc principalement pour tout ce qui est données en transit. Vous allez avoir aussi une gestion centralisée de vos certificats via ce service. Donc cette manière, ça va vous simplifier la manière dont gérer vos clés, vos certificats au sein d'AWS. Et ces services peuvent être consommés par un ensemble de services. Donc je vais en nommer certains juste là. Donc ça va être par exemple EBS ou S3 vont pouvoir consommer KMS par exemple pour la gestion de vos clés, chiffrer vos volumes de stockage. Donc EBS qui permet par exemple, c'est les volumes de stockage qui sont rattachés à une instance, ou chiffrer vos objets qui sont dans un bucket S3. Donc, vous allez pouvoir utiliser KMS. Donc, par exemple, S3, il y a la possibilité d'utiliser le chiffrement du service S3. Donc, c'est pas les clés vont être gérées par le service S3. Vous avez possibilité de gérer vos clés S3 via KMS. Et il y a un troisième niveau de chiffrement où c'est le client, donc une gestion externalisée des clés de chiffrement qui est possible aussi avec S3. C'est-à-dire qu'on va chiffrer les données sur S3 avec une clé qui est gérée en dehors d'AWS, par exemple. Pour les données en transit, donc on a pas mal de mécanismes aussi de services AWS qui vont vous aider pour chiffrer vos données. Donc on peut par exemple avec un Elastic Load Balancer gérer le chiffrement de vos échanges au niveau de l'ELB. Donc c'est-à-dire que tout ce qui va être traitement du chiffrement va être porté par l'ELB et non pas par votre instance, et récupérer les certificats via le service ACM, donc via le Certificate Manager. On a aussi le service CloudFront qui va permettre aussi, donc via les mécanismes de cache, mettre à disposition de vos clients d'un point de vue mondial et de réduire la latence, mais aussi de gérer des certificats, donc faire du chiffrement entre le client et le cache,
et gérer d'une manière centralisée aussi le certificat via le service ACM. Voilà. Et il faut savoir aussi, donc en mention, donc de toute façon tous les calls, tous les appels aux API AWS sont chiffrés et on utilise aussi le mécanisme SIG V4. Donc c'est un mécanisme qui permet de chiffrer et de signer les appels aux API pour pouvoir assurer une protection de vos appels vers les API d'AWS. Dernier chapitre, donc c'est la réponse à incident. Oups, excusez-moi. Donc on a fait un peu de statistiques sur les retours liés à des problèmes rencontrés lors d'une revue de Well Architected. On se rend compte que la plupart du temps, en fait, là où il y a les problèmes critiques dans du Well Architected, c'est la réponse à incident. Ça veut dire qu'en gros, à un incident, la plupart du temps, les clients ou les utilisateurs de la plateforme AWS ne sont pas capables de tracer ce qui s'est passé sur la plateforme. Donc, on va revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est n'oubliez pas d'activer l'ensemble des services qui vous permettent de tracer toute l'activité de la plateforme AWS et de vos workloads sur AWS. Donc, CloudWatch, CloudTrail, VPC Flowlogs, ça vous permet en fait, suite à un incident, de comprendre et d'avoir un historique de ce qui s'est passé sur la plateforme. N'hésitez pas à prévoir aussi des runbooks, en gros, en fonction des potentiels incidents. Préparer une réaction, c'est-à-dire s'il y a une alerte, quelle est la réaction qu'il faut avoir en cas d'incident. En gros, je vais prendre des exemples, mais un file system full, ce genre de choses, il faut décrire l'opération pour corriger l'erreur. Et s'il y a un incident qui n'est pas connu et qui est nouveau, ne pas hésiter aussi à écrire un nouveau chapitre dans le runbook pour prendre en compte cet incident. Donc vraiment, capitaliser, en gros, quand on construit une plateforme, c'est de penser à l'incident, s'il arrive, comment le gérer. Et aussi, décrire les procédures et surtout les tester. En gros, on a tel et tel incident, on a une procédure, et tester la procédure. Donc, comme on l'a dit, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'activer ces 3 services pour pouvoir analyser un incident et comprendre ce qui s'est passé. Donc, CloudWatch pour les logs et les métriques de votre plateforme, CloudTrail pour tout ce qui est track de l'utilisation des API d'AWS et VPC Flowlogs qui vous permettent de tracer en fait tous les échanges réseau qu'il peut y avoir pour identifier les comportements un peu anormaux a posteriori suite à un incident. Ici, on a un exemple aussi, donc suite à un incident, quand on a activé tous les logs, on peut, via des requêtes, aller chercher, par exemple, l'ensemble des logs disponibles dans CloudWatch. Et aussi, par exemple, dans CloudWatch, récupérer en fait tous les accès denied. On va s'apercevoir qu'il n'y a pas quelqu'un qui a tenté d'accéder en fait aux API via un mécanisme de brute force pour essayer de deviner une access key ou un denied ou détecter des accès vraiment bizarres de la plateforme suite à plusieurs échecs. On voit qu'il y a plein de tentatives. On a aussi, on peut détecter aussi en fonction de retrouver qui a eu accès en fonction d'une access key. Donc, si on s'aperçoit qu'il y a une access key qui a fuité sur GitHub, par exemple, d'aller chercher cette access key, qu'est-ce qui a été modifié dernièrement avec cette access key. Donc, voilà, une fois qu'on a les logs en place, il y a plein d'outils pour permettre d'aller chercher les logs et de retrouver un peu ce qui s'est passé. Donc là, c'est des exemples, mais après, il y a plein d'autres exemples que vous allez trouver sur la plateforme AWS. Donc là, encore un petit exemple donc, qui permet comme on l'a montré, d'utiliser la CLI. Donc d'aller rechercher les logs, d'essayer de comprendre et analyser les logs suite à un incident. Voilà. Donc, on approche de la fin de ce petit webinaire. Donc maintenant, voilà, donc prévoyez une revue Well Architected si vous avez une nouvelle application ou un nouveau projet qui arrive dans AWS. N'hésitez pas à prévoir une Well Architected, une revue de Well Architected. Ça vous permet de vous poser les bonnes questions. En gros, vous allez parcourir les 5 piliers. Ça peut descendre un peu techniquement, mais ça passe aussi d'un point de vue organisationnel, et de se poser les bonnes questions avant de lancer une nouvelle application en prod. Parcourez les best practices, les bonnes pratiques sur AWS. Il y en a des tonnes et des tonnes. N'hésitez pas à aller sur le site d'AWS et en fonction des services que vous allez utiliser, identifier les bonnes pratiques. Mettez en place des runbooks et testez-les régulièrement, c'est important. En gros, on définit des procédures, il faut les tester, il faut tester, s'assurer qu'elle est toujours cohérente par rapport au changement de la dernière plateforme. Et
comme la plupart du temps sur la plateforme AWS, tester. C'est très facile de tester au niveau d'AWS. Ça ne vous demande pas forcément de mettre en place des choses compliquées. Mais voilà, déployer en pré-production une plateforme, c'est vraiment utile et ça peut être assez. Et n'hésitez pas à utiliser tous les labs. Donc, il y a des multitudes de labs disponibles sur GitHub, donc qui sont proposés par AWS ou d'autres. Donc là, je vous ai partagé voilà, donc les labs qui sont dédiés de proches, enfin qui sont assez liés au well architecting, donc qui sont un peu dans qui sont liés. Donc, on en a plein d'autres. Il suffit d'aller sur le site GitHub AWS Labs et vous avez l'ensemble des workshops et des labs qui sont disponibles pour monter en compétence sur les services et comprendre un peu mieux comment sécuriser sa plateforme. Mais voilà, ça peut aller de la sécurisation de la plateforme, comment améliorer les performances de sa plateforme. Mais n'hésitez pas à utiliser, à tester et à pratiquer. Donc, maintenant, nous allons passer aux questions. Donc, je vais aller sur les questions. Alors, hop, excusez-moi, je vais être obligé d'agrandir un petit peu. C'est écrit en petit. Alors, je parcours les questions. Alors, je vais prendre une question. Comment gérer un MFA sur le compte route si plusieurs personnes en sont responsables? Alors, ma réponse sur ça, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le compte route doit être vraiment, on va dire, c'est comme une clé derrière une petite glace. Vous avez un petit boîtier rouge et c'est vraiment en cas d'ultime recours. En gros, la clé MFA, pour moi, limite, elle doit être dans un coffre-fort dans l'entreprise. Et vous allez créer des comptes IAM ou des comptes attachés à votre fédération d'identité, mais le mieux, c'est quand même d'utiliser un compte IAM pour chaque administrateur. Le compte route, en gros, après, en fonction de votre organisation, mais si vous avez une organisation avec plusieurs comptes AWS ou un seul compte, le compte route ne doit jamais être utilisé comme pour un administrateur. C'est vraiment, comme je dis, l'ultime recours. Donc, c'est pour ça, après, si vous avez des sous-comptes IAM, il est possible d'avoir sa propre clé MFA sur chacun des comptes. Il faudrait vérifier, mais il est peut-être possible de créer plusieurs MFA par compte. Mais ma recommandation, c'est déjà n'utilisez jamais ce compte route dans la vie de tous les jours. C'est vraiment une bonne pratique et c'est vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est uniquement en cas d'ultime recours. Alors, hop, on va passer aux questions suivantes. J'ai juste besoin d'agrandir un peu parce que je ne vois pas la question en entier. Hop. Alors, je vois les labs sont en anglais, donc c'est assez difficile. Je sais qu'actuellement, sur le bureau de Paris, on est en train d'essayer de traduire donc déjà pas mal de blog posts, de white paper. Je pense que les labs vont prochainement faire partie aussi des éléments qu'on va traduire. Donc, je sais que c'est quelque chose qui peut être assez problématique, mais vous inquiétez pas, on essaye de travailler là-dessus et je pense que prochainement, donc certains labs seront traduits en français. Pas tous, il y en a beaucoup, donc on va essayer de cibler certains des labs pour pouvoir les traduire en français. Pour les devices MFA physiques, après, je ne les ai pas tous en tête. Quelles sont nos préconisations? Je sais que nous, on utilise beaucoup YubiKey, mais en fait, il y a beaucoup de concurrents à YubiKey, hein, mais c'est vraiment, voilà, moi, mon expérience personnelle sur YubiKey est vraiment bonne. Il y a plusieurs formats, mais je sais que voilà, il y a plein d'offres. N'hésitez pas d'aller sur le site d'AWS qui permet en fait de lister l'ensemble des clés physiques ou soft qui sont préconisées. Donc là, dans le cadre de la question, c'est du physique. Voilà, mais il y a voilà, YubiKey est une bonne solution, mais il y a plein d'alternatives à YubiKey, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà. La dernière question, c'est comment dérouler une revue de Well Architecting. La revue Well Architecting, donc il faut savoir que la Well Architected est un service AWS depuis peu. Avant, c'était un outil qu'on utilisait en interne ou que les partenaires utilisaient. Maintenant, c'est un service AWS qui est disponible dans la console. Donc, pour dérouler la revue d'architecture Well Architected, vous pouvez actuellement la dérouler vous-même, donc en allant dans la console et en allant dans le service Well Architected.
Vous déclarez la création d'une nouvelle application. Il faut savoir que quand on dit déclarer une nouvelle application, c'est juste créer une nouvelle entrée. Et dans le Well Architected, ça ne va pas créer d'éléments de ressources, d'instances ou ce genre de choses. C'est vraiment créer une nouvelle entrée pour une application ou un projet donné. Et vous allez en fait pouvoir parcourir l'ensemble des questions de la Well Architected. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez aller le faire en gros avec un solution architecte. Donc, dans le cadre de vos échanges avec AWS, si vous avez été en contact avec un solution architecte ou un TAM, n'hésitez pas à demander à dérouler une revue d'architecture à Well Architected. Et il y a aussi la possibilité de dérouler une revue d'architecture avec un partenaire. Ce partenaire va vous accompagner. Donc, on a certains partenaires qui ont été certifiés avec la compétence Well Architected, qui vont vous accompagner dans la revue d'architecture. Faut savoir que même cette offre, en fait, si vous avez un partenaire qui a cette compétence-là, normalement, c'est gratuit, donc il n'y a pas de frais associés à ces Well Architected. Et même si vous passez avec un partenaire, il y a certains crédits qui peuvent vous être alloués pour vous aider à régler certaines, on va dire, éléments critiques de la revue d'architecture avec ce partenaire. Donc voilà. Je vois qu'il y a plein d'autres questions. Malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions pendant ce webinaire. Donc, on essaiera de se rapprocher de vous très rapidement pour répondre à toutes ces questions-là. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce webinaire. Les slides seront partagés et il sera aussi possible de revoir ce webinaire à la demande ultérieurement. Il sera même potentiellement publié sur YouTube, donc n'hésitez pas à revenir, à le revoir si vous avez manqué une partie, le début. Voilà, je vous remercie encore et je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite à bientôt. Au revoir.